Oui, Cassini. On est prêts à commencer. Oui, bienvenue à tous et à toutes. Proctéo, Comité de femmes de Mechtoliatz, en collaboration avec le Musée Innu de Mechtoliatz et Rio Tinto, est heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette activité visant à souligner la Journée internationale du droit des femmes. Vous pourrez découvrir, grâce aux 3 conférencières présentées, des membres des Premières Nations qui ont su, à leur manière, apporter leur contribution à l'avancement du droit des femmes dans leur communauté. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais vous mentionner. On a la chance, je crois, comme communauté, d'avoir des femmes extraordinaires qui sont engagées, qui sont impliquées, qui sont de fières ambassadrices, mais qui doivent encore se battre aujourd'hui pour faire reconnaître leurs droits, pour vivre en sécurité dans les communautés. Et n'ayons pas peur de soulever ce problème-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on a 3 conférencières qui vont démontrer à quel point on a la chance d'avoir dans notre communauté des femmes extraordinaires. Alors, la première conférencière que j'inviterai est Marie-Michel Lambert, membre de la Première Nation des Pequawagamis-Inuits. Marie-Michel Lambert a terminé en 2021 sa maîtrise en études et interventions régionales, volet recherche. Son mémoire, intitulé « Identité et culture chez les nouveaux Indiens inscrits de la Première Nation des Pequawagamis-Inuits », qu'elle a réalisé dans le cadre d'un baccalauréat en histoire de 2017 à 2020. Durant ses études, elle a souvent travaillé dans la communauté de Mechtoliatz, notamment la Société d'histoire et d'archéologie, en tant qu'assistante aux archives. Aujourd'hui, elle continue toujours à apporter sa contribution à la recherche et à la sauvegarde de l'histoire de la communauté à la Société d'histoire et d'archéologie de Mechtoliatz comme responsable des collections et des archives. Alors, Marie-Michel. Bonjour, moi je vais me déplacer un petit peu. Ça veut dire... Oui. Mon mémoire, je vais essayer de... j'ai essayé de l'apprendre à le dire en Elwéoun parce que je trouvais que c'était trop important pour passer à côté. Vous pouvez me juger, ça ne me dérange pas. C'est Tab Ishini. Ishini Akushutao, qui est Aitunao, Nietzsche Usiunuts, Yamashu Nata Uti Shutao, Pequawagamis-Inuits, Pequawits, Ta Ishiniato. C'était des termes très complexes qui ont été durs à traduire, en effet, parce que c'était des concepts qui n'existaient pas nécessairement encore en Elwéoun, puis qu'on a travaillé pas mal avec l'aide du conseil pour pouvoir traduire correctement. Là, on voit que c'est marqué le 5 avril 2022, non le 8 mars 2023, mais c'était la date de la première présentation que j'ai faite au Conseil des élus. Moi, on va commencer par parler un peu de moi. Comme ça a été mentionné, j'ai une formation universitaire en études et intervention régionale. À la base, j'ai un baccalauréat en histoire que j'ai fait en volet autochtonie et histoire publique. Ça a été choisi parce que j'ai toujours souhaité revenir dans ma région. J'ai pas voulu partir dans un grand centre. J'ai pris une maîtrise qui allait me permettre de travailler avec plusieurs disciplines et pas juste me restreindre à l'histoire. Mes directeurs de recherche, c'était Marie-Christine Beau, qui est sociologue à l'UQAC, chercheur et professeur au département des sciences humaines et sociales. Après ça, c'était Éric Langevin aussi, archéologue et directeur du module des sciences humaines et directeur du laboratoire d'histoire et d'archéologie du subarctique oriental. J'ai cherché à m'entourer de professeurs qui avaient plusieurs disciplines, justement pour ne pas me restreindre dans ma façon d'aborder le sujet. Comme tout ce qui touche les Premières Nations, ça
on ne peut pas se restreindre à une seule section de sciences. À mesure qu'on aborde un sujet, ça touche à la sociologie, ça touche à l'histoire contemporaine, ça touche à l'histoire ancienne. On vire en politique facilement, puis aux problématiques sociales. C'est comme, peu importe le sujet qu'on décide d'aborder, c'est tout simplement multidisciplinaire en partant. L'historique de mon projet de recherche, en fait, c'est que j'ai commencé à faire des entrevues avec des participants à ma recherche de novembre 2019 à février 2020. On voit que c'est un mémoire qui a été fait en temps COVID, d'où le retard dans la présentation des résultats et tout ce qui a été recherche. De 2020 à 2021, ça a été la période de rédaction et de correction. C'est une recherche qui a été faite en collaboration avec la Société d'histoire, à l'époque avec Louis Siméon, qui était responsable de la recherche et des archives. On a été accompagnés tout le long dans la rédaction du mémoire. J'ai super apprécié d'avoir l'aide de la communauté aussi pour aussi vérifier si ce que je disais était pas mal interprété et tout ça. Le 5 avril, ça a été ma présentation au Conseil des élus. Puis ensuite, maintenant, c'est la présentation à la population. Donc, c'est dans une grosse étape qui va maintenant se terminer. Fait que je suis comme un petit peu sensible dans mon petit cœur. Le choix de mon sujet d'étude, en fait, pourquoi j'ai décidé de parler des nouveaux Indiens inscrits, c'est parce que je suis moi-même une nouvelle Indienne inscrite au statut depuis 2012, après l'adoption du projet de loi C3 en 2010. Dans le fond, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là, c'est que je trouvais qu'il y avait trop de non-dits. Il y avait trop c'était trop obscur. Pourquoi tout le monde est aussi mal à l'aise de parler de ces projets de loi-là? Ma démarche a commencé par l'interrogation de c'est quoi qui a causé tout ça? Pourquoi il y a autant de tensions dans la communauté? Pourquoi il y a autant de tensions même dans ma propre famille? J'ai décidé de me lancer dans cette démarche-là pour pousser plus loin, comme ce que les chercheurs en histoire ont tout le temps tendance à faire, aller chercher le pourquoi du comment du pourquoi. Fait que là, ah oui, ça m'a permis au fil de cette recherche-là de prendre conscience de l'ampleur de ce que je voyais en surface. En fait, il y avait des racines extrêmement profondes de ce sujet-là, ça remontait à bien plus loin que 2019 ou 2020. Les racines y allaient jusqu'en 1800. C'est justement le chapitre 1 de mon mémoire, c'est sur les problématiques qui ont mené aux problèmes qu'on voit actuellement, parce que justement, ça peut être considéré un problème ou comme une nouvelle chose, tout dépendant de où on se situe dans la communauté. La loi sur les Indiens, en fait, la problématique est partie de là. À partir de 1869, il y a eu l'introduction au concept d'émancipation, du concept d'émancipation, c'est-à-dire la perte identitaire à mesure que on avait un diplôme, à mesure qu'on quittait la communauté, on perdait automatiquement notre statut. Ça, c'était pas restreint uniquement aux femmes, mais c'est un concept qui a été amené dans la loi sur les Indiens à partir de cette époque-là. À partir de 1869, en même temps que cette nouvelle politique d'assimilation-là, on a eu l'apparition aussi de la perte du statut chez les femmes à mesure qu'ils se mariaient avec un non autochtone, un allochtone. Puis leurs enfants aussi perdaient automatiquement leur statut. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à réaliser que c'était la lignée paternelle qui était avantagée face à la lignée maternelle dans la transmission du statut indien, donc de la culture, des traditions, de la langue. À partir de ce moment-là, c'est le gouvernement fédéral qui devenait le décideur de qui pouvait avoir un droit autochtone ou pas. Donc, le statut d'Indien au sens de la loi. Les projets de loi C31, C3 et S3. Pourquoi ils ont été créés? C'est pour régler ces inégalités-là qui dataient de 1869. En 1985, il y a eu l'adoption du projet de loi C31. Là, je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi ça s'appelle encore des projets de loi, même si la loi a été adoptée, là, mais c'est compliqué. L'objectif du projet de loi C31, c'était de supprimer les discriminations basées sur le genre présentes dans la loi sur les Indiens, le rétablissement des statuts chez les femmes des Premières Nations mariées à des Autochtones
et de permettre aux Premières Nations d'aborder leur propre code d'appartenance aux membres. Ça, c'est les 3 grands objectifs généraux de cette loi-là. Les résultats, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une modification des règles de transmission du statut. Donc, on a eu 2 générations qui ont réussi à retrouver leurs droits. Mais ça restait que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants des femmes qui avaient perdu leur statut étaient discriminés encore par la loi sur les Indiens, même si, si ça aurait été un homme, ça aurait continué. Puis en même temps, un des impacts les plus importants que la loi de C31 a eu, c'est que plus de 174 500 personnes sont devenues admissibles à l'inscription au registre des Indiens de 1985 à 1999. Ça fait une population de plus des communautés qu'on avait oublié avec le temps, que là, ils réapparaissent et qu'on ne sait plus d'où c'est qu'ils sortaient, puis d'où l'origine des tensions dans les communautés à partir de 85, alors que le problème datait de 1869. Après ça, on a eu un projet de loi 7.3 en 2010. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants des femmes qui auraient eu droit au statut s'il y avait un ancêtre masculin, ils étaient encore exclus. Mais à partir de 2010, suite à l'affaire McKeever, ils ont permis à ces petits-enfants-là et ces arrière-petits-enfants-là de regagner leur statut indien. À partir de 37 000 personnes de plus ont pu s'inscrire, mais ces chiffres-là, c'était les prévisions. Ils prévoyaient que plus de 37 000 personnes allaient pouvoir s'inscrire à partir de ce projet de loi-là. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'études qui ont été faites sur les retombées réelles de ces projets de loi-là, puis ces données-là sont très difficiles d'accès. Donc, je n'ai pas le chiffre réel, mais ça donne un indice sur comment de personnes auraient pu recevoir leur statut en 2010. Le projet de loi S3, lui, en 2017, c'est le plus récent. C'est pour régler, en plus des inégalités avec les générations qu'on pensait qu'étaient réglées, en fait, il y avait aussi de la discrimination au niveau des cousins, cousines, des personnes qui avaient perdu leur statut indien et qui n'avaient pas pu le retrouver, donc des Indiens sans statut. Ça réglait plus d'inégalités que juste des inégalités par rapport aux femmes et aux hommes. Donc, il y a encore plus de personnes qui avaient maintenant accès au statut indien à partir de S3. Fait que ça peut descendre de 4 à 5 générations en plus. C'est celui-là qui mélange le plus, puis qui est le plus difficile à appliquer en ce moment. Puis je pense que les démarches ne sont pas encore totalement réglées. Il y a encore des inscriptions qui se font au niveau de cette loi-là, qui a été très retardée dans son application. Oui, il prévoyait en 2017 que ce projet de loi-là, il y aurait plus que de 28 000 à 35 000 personnes qui pourraient s'inscrire. Mais ça a monté rapidement entre 80 et 2 millions de personnes qui pouvaient s'inscrire. Donc, c'est comme le projet de loi qu'il y a la plus grande retombée en ce moment au niveau des inscriptions. À partir de là, je me suis posé comme question, c'est quoi la relation entre ces nouveaux inscrits-là de 4e, 5e génération, de 1, 2, 3, 4, 5 générations avec les communautés aujourd'hui? C'est quoi leur relation? Est-ce qu'ils ont des types de relations particulières avec les autres ou il n'y a totalement pas de contact? Ce que j'ai réussi à trouver, c'est qu'ils ont plus de... au niveau des études qui étaient déjà distantes, c'était qu'il y avait plus de contact avec Services aux Autochtones Canada et les centres d'amitié autochtones dans les centres urbains que les communautés. Les relations entre les membres des communautés habitant dans les communautés puis les hors communautés, ils étaient mal connus, ils étaient méconnus, mal documentés. Il y avait peu de données disponibles quand j'ai fait mon mémoire à ce sujet-là. Fait qu'il n'y a pas de base de données théoriques très approfondie à ce mémoire-là. C'était des chiffres flous. C'est ce qui en fait que c'est une étude exploratoire parce que c'est un sujet qui n'avait jamais été, en tout cas, recensé dans notre Première Nation. Il y avait un seul autre mémoire de maîtrise qui avait été fait sur la Nation Huron-Noix de date, puisque je vais en parler dans le dernier chapitre. Fait que c'était un sujet très méconnu. On ne savait pas trop l'origine des relations entre les deux, puis ils n'ont jamais été vraiment étudiés. Dans le peu de relations qu'ils avaient réussi à trouver entre les membres des communautés et les membres hors réserve, c'était le lien spirituel, le lien avec la culture, puis le lien avec la langue qui ressortait le plus chez les 4e, 5e générations. Il n'y avait pas nécessairement de contact très étroit avec les communautés, mais ils revenaient plus pour le côté culturel, spirituel et tout ça.
Ouais. Ce qui avait été déterminé, c'est que les deuxième et troisième générations qui habitaient dans les villes, c'était eux autres qui avaient le moins de connexion en plus avec les communautés. Habiter hors des communautés, par exemple, ça ne les empêchait pas de vouloir se relier avec les communautés au niveau culturel et spirituel. Il y avait beaucoup de personnes qui se rendaient dans les communautés pour les temps de sudation, les cérémonies, les funérailles et les mariages. Ça a été notre point de rassemblement le plus fort avec les nouveaux inscrits. Puis, plusieurs nouveaux inscrits pratiquent la chasse saisonnière, mais ce point-là ne pouvait pas servir de base pour étudier si, mettons, un Indien inscrit était différent d'un Québécois parce qu'on a la même culture à ce niveau-là. La chasse saisonnière se pratique à tous les niveaux de la population. Fait que ça fait qu'il y avait des lacunes au niveau des données sur les traits culturels que les nouveaux et nouvelles inscrits avaient avec leur communauté d'origine. Ah oui. À l'époque où j'ai commencé mon mémoire et vers la fin de la rédaction, en juillet 2020, il y avait 7090 Indiens inscrits, dont seulement 2124 habitaient la communauté de Massoyage. Si on se concentre sur notre Première Nation, on a au-dessus de 7000 nouveaux inscrits, compte 2000 habitants qui résident sur réserve. Ça faisait que près de 70% des membres habitaient hors de la communauté, ce qui fait qu'on est considéré comme une Première Nation avec une population plus urbaine que euh, le contraire du urbain. Oui, c'est ça. Comme je disais, ça a peu été étudié. On n'avait presque pas de données sur les hors-réserves à ce moment-là. Fait que ça a été l'origine de mes sélections dans mon mémoire. J'ai surtout étudié des personnes d'origine qui ont reçu leur statut à la loi C31, C3 et S3. L'autre critère, c'était qu'ils restaient hors communauté pour avoir le point de vue des personnes qui n'habitent pas dans la communauté. Puis, c'était aussi des adultes de 18 ans et plus, bien entendu, pour que la personne soit consciente un peu plus de son identité que si j'aurais posé la question à un enfant. C'est les critères que j'avais pour recruter des jeunes à travers mon mémoire. Là, je suis arrivée sur un os, c'était le concept d'identité. C'était pas mal. C'est un des concepts les plus durs à aborder en recherche parce qu'il y a différents types d'identité. Puis, toutes celles qui se trouvaient au niveau théorique, en fait, il n'y en avait pas qui se collaient à l'identité d'un nouvel inscrit d'une communauté, en fait, qui s'est fait retirer son statut puis qui s'est fait redonner un statut. Ça n'existait pas vraiment dans le domaine de la recherche. Fait que là, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est décortiquer la notion d'identité puis essayer de trouver quelque chose qui fonctionnait pour nos nouveaux inscrits. L'objectif principal de ma recherche au début, c'était de connaître quels aspects de la culture Innu ont été intégrés dans la vie quotidienne des nouveaux inscrits et comment ils se sont appropriés ces éléments. Savoir comment ils s'auto-identifient. Est-ce qu'ils ont plusieurs identités? Quels éléments de l'identité autochtone sont présents dans la perception d'eux-mêmes? Sauf que j'ai fait une erreur dans mes questions. Je me suis posé la mauvaise question de recherche, puis c'est ça que j'ai trouvé au fil de ma recherche. C'est quand j'ai fait mes entrevues, je me suis rendu compte qu'en fait, l'identité était mal intégrée, puis ils ne savaient pas à quelle identité s'identifier nécessairement, puis c'était difficile de partir de la culture de quelqu'un pour décider c'est quoi son identité. En fait, la question était mal posée. Fait que, comment j'ai réorienté ma question de mon mémoire, c'est à quelle identité culturelle les nouveaux Indiens inscrits ils s'identifient? Comment, à partir de eux, leurs sentiments, leur vision, c'est quoi leur identité? Au lieu de partir à des critères de c'est quoi ta langue, c'est quoi ta culture, c'est quoi tes pratiques, au lieu de partir sur des points techniques, je suis partie avec ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Comme un peu plus partir en psychologie au lieu de partir avec des traits de caractère pour les noter sur une échelle de 100. Tu as comment des points pour être considéré comme un nous. Je suis partie avec eux autres comment ils se sentaient à la place. Ce qui a influencé les résultats de ma recherche. Ça a été une recherche qualitative et exploratoire, une recherche sur un sujet qui était très peu documenté. C'était une démarche inductive, c'est-à-dire que
L'analyse des données portait sur des objets de recherche à caractère exploratoire pour lesquels le chercheur n'a pas accès à des catégories déjà existantes dans la littérature. L'objet de l'étude, c'était vraiment les nouveaux Indiens inscrits. C'était fait par des entretiens semi-dirigés. Ça, c'est une méthode de faire des entrevues sans avoir des questions très rigides. C'était des questions ouvertes pour qu'ils puissent, même si je lançais une question, ça pouvait dériver sur ce que les autres pensaient. Au lieu de restreindre leur façon de penser, c'est ça que j'ai priorisé. Là, je ne peux pas nier qu'il y a peut-être eu de la subjectivité dans ma recherche parce que je suis moi-même une nouvelle inscrite. J'aurais peut-être pas eu les mêmes résultats qu'une personne inscrite au statut d'Indien ou un allochtone. Fait que c'est inscrite au statut d'Indien depuis la naissance. Fait qu'à des fins de transparence, ça a été très clairement donné à les participants, puis c'est écrit dans mon mémoire que ça peut avoir un impact sur mes résultats. Là, on va bientôt arriver sur les résultats. C'est la partie plate, mais c'est important de savoir comment j'ai fait ma recherche pour arriver à c'est quoi que j'ai sorti comme résultat. L'éthique de la recherche, il y avait un risque dans cette recherche-là, c'était que c'était un sujet politique extrêmement important, surtout dans le contexte de constitution. La constitution était déjà débutée quand j'ai commencé mon mémoire, donc les personnes y ont été complètement anonymisées, ce qui fait qu'on n'a pas le nom des personnes, on n'a pas nécessairement leur âge exact. C'est regroupé par tranche d'âge. Puis tout ce qui a été recueilli comme données brutes, en fait, il est anonymisé complètement. Les entrevues audio, on ne retrouve plus les noms des personnes dedans. La conservation des données, ce que je trouve important, c'est que les données reviennent à MassDH. Ce que beaucoup de recherches ne font pas actuellement, mais ça a été compris avec le conseil et le musée depuis le départ que toutes les données étaient conservées ici à la Société d'histoire et d'archéologie de MassDH à la fin de mon étude. Ça, j'en ai déjà parlé. Là, on arrive dans le sujet un peu plus intéressant. Comment j'ai réussi à interroger de personnes? Dans les personnes du projet de loi 731, j'ai eu 2 femmes qui ont répondu à mes annonces. C'était une femme que son lieu de résidence était en milieu rural et une en milieu urbain. Puis j'ai des tranches d'âge un peu diversifiées. La première était entre 55 et 60 ans, la deuxième entre 70 et 75 ans. Au niveau du projet de loi C3, c'est là que j'ai eu plus de réponses. C'était les gens qui ont le plus répondu. J'ai presque la moitié d'hommes et de femmes équitables. On a 4 femmes qui ont répondu avec 3 hommes. Surtout en tranche d'âge de 20 et 25 ans, donc plus jeune, mais j'en ai jusqu'à 55 ans qui ont répondu. J'avais des résultats que c'était pas juste une question de projet de loi, j'avais des résultats différents selon en quelle génération ils étaient nés. Et le projet de loi S3, ça a été surtout, c'est encore très varié comme tranche d'âge. J'ai 3 hommes et une femme qui ont répondu pour le dernier projet de loi. Puis, ce qui explique que j'ai eu moins de réponses pour les S3, même s'il y en a plus statistiquement. En fait, c'est parce que les demandes n'étaient pas traitées encore. Ils n'étaient pas beaucoup traités encore au niveau de notre Première Nation quand j'ai commencé mes entrevues. Fait que j'ai eu moins de réponses parce que j'avais des personnes qui allaient presque avoir leur statut, mais qui ne pouvaient pas répondre aux critères de la recherche à cause qu'ils n'avaient pas encore officiellement leur statut. Les questions qui ont été abordées dans les entretiens, ce que j'ai choisi de pousser mes questions de plus, c'était sur, en fait, voir l'évolution selon, avant qu'ils aient leur statut, comment ils se sentaient. Quand ils ont obtenu leur statut, c'est quoi la réaction que ça leur a causé? Puis la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'ils ont un statut? C'était ces 3 questions-là qui ont dirigé l'entrevue. Puis ça a donné des résultats qui m'ont vraiment étonné. J'ai regroupé ces données brutes-là par thème, l'identité et la culture, puis après ça par projet de loi, pour pouvoir associer les résultats à OK, les C3, ils ont-tu quelque chose qui les représente plus que les C31 ou les S3? Là, c'est les résultats en tant que tels. Vous devez avoir hâte de connaître. En fait, je suis partie avec le concept d'identité relationnelle. C'est comment on se voit et comment on voit les autres. Puis, ce que j'ai ajouté
Ben, ce que j'ai réussi à décortiquer, en fait, c'est que les nouveaux inscrits, en fait, ils ont trois grandes identités principales. Il y a une identité légale, c'est-à-dire la race des Indiens, quelle identité elle leur donne, selon nous. Comme, est-ce que tu es un Indien qui a eu son statut à la naissance, ou tu es un C3, C31, ou S3, c'est arbitraire, c'est déterminé par un gouvernement. Donc, c'est une identité que tu règles, parce que c'est pas toi qui as le contrôle dessus, mais tu es collé avec cette identité-là. L'identité culturelle, ça, c'est basé sur ta culture. C'est le type d'identité qui est présentement dans notre politique d'affirmation culturelle. La nation Innu, en ce moment, ben, les Pequot-Gaminuts se définissent basés sur la culture. C'est l'identité culturelle qui est mise de l'avant. On aurait pu baser notre culture sur autre chose, mais c'est la culture qui est la plus importante dans notre politique d'affirmation culturelle. C'est l'héritage qui a été légué par les ancêtres et le patrimoine à transmettre. Donc, le Nélwéon, l'histoire, le savoir-faire, le savoir-être, les connaissances, la spiritualité, la relation avec les autres et l'environnement. C'est sur ça que notre identité en tant que Première Nation est basée. Et après ça, on a ce que je suis allée chercher, c'est un concept en fait que j'ai inventé parce que ça n'existe pas. Le ressenti identitaire, c'est sur ça que je me suis basée pour faire mon étude parce que c'est une identité qui est subjective, c'est une identité qui t'appartient à toi, mais que tu n'exprimes pas nécessairement parce que c'est pas une identité acceptée par tout le monde. Ça peut différer ou s'accorder avec l'identité légale. Ça veut dire que oui, j'ai un statut, mettons, C3, mais je me sens pas comme un C3. C'est ça, l'identité, le ressenti identitaire. Ça fait qu'on a plusieurs couches d'identité, une par-dessus l'autre. Puis, les gens, ils naviguent là-dedans tout au long de leur vie, puis ça peut se modifier avant ou après l'obtention de leur statut, puis tout au long de leur vie. Tout dépendant comment ils vont grandir avec ça. Les C31, ce qui est ressenti, ce qui est ressorti le plus, c'est qu'ils se sentaient indiens. Oui, le mot indien a été utilisé. C'était le terme qui a été utilisé à l'époque par les Premières Nations pour s'identifier. C'était un terme d'autodétermination, de rattachement culturel. Eux autres, ils n'avaient pas peur de se dire, moi, je suis une indienne, mettons. C'était le terme qui était utilisé avant 1980 pour parler des membres des Premières Nations. Après ça, le terme Première Nation, il a été créé en fait à l'Assemblée des Premières Nations, puis adopté officiellement. Et toutes les personnes avant 80, ils parlaient plus d'être un Indien que d'être un membre des Premières Nations. La perte du statut d'Indien, eux autres, ça a pu avoir deux effets. Le premier, c'est d'avoir permis de renforcer leur identité. Parce que on t'a enlevé légalement ton statut, mais tu te sens encore autochtone, tu te sens encore indienne. Ça fait que leur ressenti identitaire était différent de leur statut légal parce qu'ils se sont fait retirer leur statut. Puis là, c'est ça qui a mené à des luttes pour l'égalité. Puis c'est ça qui a amené les plus de friction dans les communautés parce qu'il y avait une différence entre le statut reconnu par la loi puis le statut que les femmes avaient, se sentaient liées à. En revanche, il est nécessaire de souligner que la perte du statut n'a pas affecté toutes les 731 de la même manière. Parce que, justement, ça a pu avoir comme effet de renforcer ton identité ou ça a pu détruire ton identité. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui ont choisi de se battre pour regagner leur statut, mais il y a d'autres personnes qui ont été blessées par ce retrait de ce statut-là. Puis, tout dépendant de comment ils ont vécu ça, ça a affecté comment les descendants se sentent dans leur identité. C'est ça que j'ai appris à travers ces entrevues-là. C'est justement tout dépendant de ce qui s'était passé en 1985, ça a affecté les descendants de différentes façons. Ouais, c'est ça. Chez plusieurs descendants des femmes qui ont perdu leur statut, mais qui l'ont vraiment pas bien vécu, ou le trauma est resté plus longtemps, la culture n'a pas été transmise aux générations futures. C'est-à-dire, à partir de la deuxième, troisième génération, les enfants n'avaient pas entendu parler de leur statut. Puis la culture, la langue, toutes les traditions aussi orales ou les pratiques traditionnelles n'ont pas été transmises. La loi sur les Indiens, ça a également créé une pure légale et sentimentale entre la communauté et les femmes qui ont perdu leur statut. Il y avait du ressentiment, parfois de la colère, parfois de la tristesse. Fait que ça a créé une barrière entre les gens qui ont perdu leur statut, qui ont dû quitter les communautés et la communauté. Ça explique aussi l'absence de transmission culturelle jusqu'à la 4e, 5e génération.
Après ça, on arrive au ressenti autochtone. Ça, on le retrouve plus chez les C3 et les S3. C'est-à-dire entre 2010 et 2017, c'est les plus jeunes qui s'identifient comme étant autochtones. Eux autres qui ont utilisé le terme autochtone pour se définir. Puis ça, on a remarqué qu'ils n'ont pas utilisé le terme Première Nation, ils n'ont pas utilisé le terme Innu, ils n'ont pas utilisé le terme Pécoyaninuts. C'est lui un mouvement plus général. C'est le mouvement des peuples autochtones du Canada, il se relie aux peuples autochtones, mais pas nécessairement à une nation en particulier. Oui, c'est ça. Au lieu de se définir, par exemple, comme un Pécoyaninuts, ils se définissent comme autochtones. Même s'ils appartiennent légalement à la bande, ils s'en différencient en se disant autochtones. Les participants, ils affirment ressentir de la fierté d'être un autochtone, d'avoir la culture, puis d'avoir une culture autochtone générale, pas nécessairement associée à une Première Nation, puis ils se relient à des symboles qui sont plus généraux, mais ils ne se relient pas nécessairement au Pécoyaninuts. Ils connaissent beaucoup sur l'histoire des Premières Nations en général, puis des pratiques propres à plusieurs Premières Nations, mais il n'y a rien qui concerne spécifiquement l'histoire des Inuits qu'ils connaissent. Par exemple, ils ont appris beaucoup sur l'histoire en général de la colonisation, tout ça, mais ils ne sont jamais venus dans la communauté, puis ils n'ont pas pris connaissance de l'histoire de la communauté. Puis ce qui a été soulevé aussi, c'est un manque de sources aussi, d'accessibilité à l'information en dehors des communautés. Ah oui, la raison principale de ce manque de connaissances-là chez les nouveaux inscrits qui se sentent autochtones, c'est l'absence de transmission intergénérationnelle des connaissances liées aux politiques d'assimilation dans certaines familles. Il y a eu la résistance des communautés au retour des C31 dans les communautés, puis l'attitude des membres de la communauté envers les nouveaux membres a poussé plusieurs à résider en dehors de la communauté, puis même du Tassinat. Il y en a qui sont partis plus loin que le territoire de la Première Nation. Le retour dans la communauté, il n'a pas été possible ou envisageable pour plusieurs familles parce que l'éloignement géographique avec le temps, c'était de trouver une job à Montréal, Québec, c'était dur de revenir en région, surtout si tu avais fait des études supérieures puis que ton métier n'était pas disponible dans la communauté ou proche de la communauté. Ça a contribué à l'éloignement physique des familles avec les communautés. Il y a eu aussi le décès des porteurs de culture dans leur famille qui a pu avoir eu un impact sur la transmission de la culture dans leur famille, parce que parfois, c'était la coucoune qui possédait tous les savoirs, mais elle n'a pas pu le transmettre parce qu'elle est tombée dans une maladie dégénérative. Puis, ils n'ont pas eu le temps de transmettre la culture aux jeunes. Aussi, il y a eu un refus dans certaines familles de transmettre la culture à cause de la connotation négative que la culture de la Première Nation avait dans la société québécoise. C'était parler Inéluéoun ou porter des mocassins en public, porter, mettons, une jupe traditionnelle en public, ça ne se faisait pas dans la société québécoise à partir d'une certaine époque. C'était pas accepté socialement. C'est comme la vision de la société que les Québécois avaient des Inuits, faisant en sorte que les Inuits n'ont pas voulu transmettre la culture en dehors des communautés. Donc, dans les grands centres, les gens se restreignaient de parler néo-hébreu, qui se restreignaient de porter leurs habits traditionnels, qui se restreignaient de faire leurs pratiques traditionnelles. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça n'a pas été transmis en dehors des communautés. Puis c'est surtout, eux autres qui ont eu le moins de contact avec la communauté, c'est les C3. Parce qu'en 2010, l'attitude des conseils de bande n'était pas la même qu'aujourd'hui. Puis l'attitude de la communauté en général n'était pas ouverte aux nouveaux inscrits. Donc, quand il y a eu le projet de loi en 2010, il y a eu très peu de contact entre la communauté et les nouveaux inscrits, ce qui a fait que ça a créé comme une frontière entre eux autres et la communauté. Ils ne savaient pas s'ils étaient les bienvenus, ils ne savaient pas s'ils pouvaient communiquer avec la communauté, puis si la communauté voulait communiquer avec eux autres. Fait eux autres, ils ont eu ils ont été 7 ans sans avoir été contactés par la communauté. En général, c'est ça que les entrevues ont sorti, c'est qu'ils ont été 7 ans sans avoir de retour de la communauté sur leur inscription au statut. Il y avait plus de relations avec le gouvernement fédéral à ce niveau-là. Ils recevaient plus de lettres de Service autochtone Canada que de la communauté. Il n'y avait comme pas d'informations qui se transmettaient en dehors de la communauté.
Euh, ah oui, certains aussi ont ressenti un rejet de la part de la communauté parce que c'était une attitude qui a été héritée des problèmes qu'il y a eu dans les années 80, justement. Quand les femmes ont regagné leur statut en 85, des fois, la réaction de la communauté a été violente ou verbalement abusive ou ils se faisaient attaquer, comme dire, les maudits 731, mettons, là. Tout ça, ça a été comme transmis à travers la génération. Fait que là, les nouveaux inscrits, ils étaient comme réticents à revenir dans la communauté parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient les bienvenus ou pas à cause de ces agressions-là qu'il y a eu avec les 731. À l'opposé, les S3 de 2017, ils n'ont pas eu cet accueil-là de la part de la communauté. Ils ont eu des très bons rapports avec Pequoyaminois Pequoyam. Ils ont été contactés plusieurs fois par la communauté. Ceux qui étaient aux études dans les participants, il y avait aussi eu beaucoup de relations avec le DMO par rapport à les subventions, puis aussi l'obligation de rentrer en contact avec la culture Innu. Ça avait été très bien reçu de la part de nos nouveaux inscrits qui ont participé à l'étude parce que ça leur a permis de prendre connaissance de tout ce qui leur manquait pour comprendre ce qui s'était passé depuis 2017 à 1985. Ça, c'était super bien apprécié, en tout cas, dans les entrevues que j'ai eues. Ça peut être attribué au changement d'attitude de la communauté à leur égard, qui est plus inclusive. Puis les programmes en place, ils ont pris en considération depuis 2010. À partir de 2017, il ne semblait pas avoir de problème dans les entrevues pour ça. C'est vrai qu'il y a une petite photo qui se fait. Après ça, ce que j'ai mais ce que j'ai reçu comme réaction de mes participants, c'est qu'il y en avait 2 seuls qui se sont identifiés comme ayant une origine mixte ou métisse. Le mot métis, il ressortait pas souvent parce que le mot métis, il y a une connotation très négative dans la région à cause de revendications de groupes métis qui ne sont pas officiellement acceptés au niveau du gouvernement encore. Fait que là, à cause de ces tensions-là, les gens, ils ont de la misère à s'identifier comme étant de 2 cultures différentes. Ils sentent qu'ils sont obligés d'en choisir une. Donc, ils ne peuvent pas se sentir québécois puis nous en même temps. Ils sentent que ce n'est pas accepté par la communauté encore. Fait qu'ils ont de la misère à s'affirmer à ce niveau-là, en disant qu'ils ont des cultures différentes, des origines différentes. Et c'est comme s'il y avait comme une barrière qui t'empêchait d'être un mélange entre 2 cultures. Il faut absolument que tu en aies une ou un autre. Ce qui est arrivé souvent avec les S3 aussi, c'est vers 3e, 4e génération, c'est justement qu'eux autres, ils ont eu une perte de culture dans leur famille, mais ils sont revenus dans la communauté, puis là, ils ont réacquis la culture. Puis ça, c'est une transmission des connaissances qui s'est faite au niveau communautaire. C'est par des collègues de travail, par des personnes de la communauté. C'est eux autres qui leur ont transmis les savoirs, la culture, la spiritualité. C'est comme ça qu'ils ont appris, qu'ils ont regagné confiance envers la communauté. Puis c'était vraiment intéressant d'apprendre ça parce que mon bien en partant, c'était de penser qu'à partir de la 3e génération, il n'y aurait plus personne qui pratiquerait rien. Mais ça me démontrait le contraire parce que c'était des personnes qui pratiquaient les savoirs traditionnels, c'était des personnes qui connaissaient la langue. Puis ça m'a vraiment étonnée. Oui, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas par leur famille, c'est par les membres de la communauté. Oui. Ah ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs qui voudraient se considérer comme un Pequoyaminout, mais qui ne peuvent pas se considérer comme un Pequoyaminout parce qu'ils sentent que ce n'est pas accepté. Parce que j'ai la peau blanche, puis mais j'ai la culture, mais je ne peux pas me considérer comme une Pequoyaminout parce que la communauté ne le voit pas d'un bon oeil. Le métissage n'est pas vu par toutes les familles encore d'un bon oeil entre les habitants des communautés de Mastoyache, en tout cas. Ça, c'est associé à la perte de culture Innu, puis c'est vu comme ça a comme été étudié, ce phénomène-là, dans la communauté. Pourquoi on est réticent à avoir du métissage? C'est parce que c'est associé à la perte de la culture puis la menace à la survie de la communauté. Ça fait que ça, c'est comme une réaction à l'assimilation en général.
mais les nouveaux inscrits, ils vivent directement ces effets-là. Puis c'est ça qui fait qu'ils ont de la misère à s'affirmer un peu au niveau identitaire en se disant, ils se définissent plus comme étant mix ou métis, justement parce qu'ils ne peuvent pas se dire à 100%. Après ça, j'en ai eu deux participants, en fait, qui se sont tout simplement considérés comme allochtones. Ils ont un statut, mais ils ne sont pas autochtones. Ça, des fois, ils utilisaient le terme blanc aussi. Ça, c'est surtout dans les projets C3 et S3. Ils se sont tellement en fait, ils se sentent tellement loin de la réalité des Premières Nations, puis ils n'ont pas été en contact avec les communautés. Puis eux autres, quand ils ont reçu leur statut d'Indien, souvent, ils ne savaient même pas d'où c'est que ça venait, parce que dans leur famille, c'était considéré comme tabou de parler de ça. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que ils ne savaient pas qu'il y avait des ancêtres autochtones puis qui étaient éligibles au statut d'Indien, mais ils ont fini par le savoir par leurs cousins et cousines. Puis ils ont acquis leur statut suite à ça. Puis ça a créé des conflits identitaires internes chez ces participants-là parce qu'ils se sentent comme des imposteurs face à ce statut-là. Fait que là, il y a un conflit à ce niveau-là entre leur identité légale et leur identité individuelle. Donc, ça crée que leur ressenti, ils ne se sentent pas autochtones, mais ils sont poignés avec leur statut. Fait que certains cas, c'était vraiment ça, mais c'était surtout dans les projets de loi C3 et S3. Après ça, je me suis vraiment concentrée sur pourquoi il n'y a pas eu de transmission à partir des projets de loi C3 et S3. Les raisons principales qui étaient revenues le plus souvent, c'était vraiment l'éloignement géographique et le décès des porteurs de culture, en plus du refus de la transmission des savoirs. La majorité des participants, eux autres, ils n'avaient pas eu accès à la culture Innu. 7 sur 11 participants, ils n'avaient pas eu accès à la culture Innu par le biais de la transmission familiale. Ils considéraient qu'il n'y avait pas assez de connaissances sur l'histoire et la situation actuelle de la Première Nation pour être considérés comme des vrais Péquawés par eux-mêmes et par leurs familles. Ce qui est sorti aussi au niveau de l'éloignement géographique, c'est qu'il y avait beaucoup de contraintes, par exemple, en ville, de pratiquer les activités traditionnelles. C'était plus difficile de se déplacer entre les grands centres et Mastéliache au niveau de la longueur des distances, puis les heures de route qu'il fallait faire pour se rendre à Mastéliache. Les visites qui étaient essentiellement touristiques ou pour les rassemblements familiaux. Ça, c'est revenu souvent. Il y avait des rassemblements familiaux pendant l'été dans la communauté de leur famille. Puis, c'était une des raisons principales pourquoi les nouveaux inscrits revenaient souvent dans la communauté, pour ceux qui avaient des contacts avec la communauté. Ce qu'ils ont apprécié, par exemple, c'est des activités de la communauté où est-ce qu'ils pouvaient avoir accès à distance, comme la commission de Tipel-Chute. Il y avait des séances qui ont été déplacées directement à Québec-Montréal, puis tout ça. Puis ça leur a permis de reprendre contact avec la réalité des Péquawés d'aujourd'hui, puis de s'impliquer même au niveau politique. Finalement, j'ai décidé de terminer avec comparer un peu comment nous autres, on voyait le principe de métissage dans notre communauté puis notre culture, comparé à la Première Nation Huron-Wendat, qui a été la seule qui a été étudiée au niveau des nouveaux Indiens inscrits. Le mémoire faire disparaître et réapparaître des Autochtones, perspective sur l'identité de Nicolas Renaud en 2016. Il a étudié à peu près la même chose que moi, sauf que lui, c'était pas encore sorti, le projet de loi S3. Donc, il y avait une partie du travail qui avait été faite avec Wendake. Puis, pourquoi j'ai choisi de comparer cette étude-là à la mienne, c'est en fait, on est tous les deux des communautés urbaines, majoritairement urbaines, parce que 60% des habitants de Wendake habitaient en dehors de Wendake à l'époque de la rédaction de mon mémoire. Puis, lui, cependant, il y avait juste 7 participants. Moi, j'en avais 14, 11, à peu près. Oui, 11. Moi, j'en ai 11, lui, il y en avait 7. Puis, lui, c'était surtout d'autres qui avaient obtenu leur statut sur le projet de loi S3. Puis, ce que j'ai remarqué dans son mémoire, c'est que la vision du métissage n'était pas la même entre Wendake et Mastéliache, parce qu'à Wendake, de façon générale, cet apport des nouveaux membres est perçu positivement puis s'inscrit dans une continuité historique. En d'autres mots, l'intégration des nouveaux membres, à vertu de cette loi, était favorisée par la communauté parce que ceux-ci contribuent à soutenir la survie de la nation et à la renforcer. Nous autres, on n'a pas eu
attitude positive face au retour des nouveaux inscrits. En fait, le projet de loi C3 dans notre communauté, il a été mis à l'écart, puis les gens de la communauté ne se sentaient pas valorisés. Ces nouveaux inscrits-là ne se sont pas sentis, comme il dit, favorisés par la Première Nation. Aussi, lui, il a étudié l'identité Huron-Wendat, et ça, c'est spécial parce que autres, ils n'ont pas défini leur identité uniquement sur la culture. Chez les Wendat, il y a des fils qui ont été rompus quant à la transmission collective des coutumes de la langue. Puis, il y a certaines familles, il y avait des gardiens quand même, mais en même temps, la communauté demeure très unie par la valorisation des liens de solidarité et l'appartenance à la nation Wendat comme une groupe proprement autochtone. En fait, c'est comme une identité collective au lieu d'une identité culturelle. Eux autres qui ont décidé de baser leur culture sur leur définition identitaire sur autre chose que la culture pour inclure justement les nouveaux inscrits à travers leur collectivité, puis qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas le rejet des aînés des nouveaux inscrits, par exemple. En conclusion, ça a été c'est pas une recherche statistiquement très pointue parce que c'est sûr que j'ai pas rejoint la majorité des nouveaux inscrits, j'ai juste 11 participants qui en ont décliné. Si on voulait refaire cette recherche-là avec une vraie proportion de nouveaux inscrits, il faudrait des moyens plus élaborés qu'un petit étudiant qui n'avait pas de financement pour faire une recherche de cette ampleur-là. Il aurait fallu des sondages à grande échelle puis rejoindre le plus de monde possible. Ça, c'était difficile de les rejoindre en dehors des réseaux universitaires et des réseaux de la communauté. Aussi, ça a apporté un peu d'éclairage sur finalement c'est quoi leur réalité à ces nouveaux inscrits-là. Comment ils se sentent à travers toutes ces identités-là. Puis ce qui serait intéressant de faire, en fait, c'est de refaire cette étude-là, mais avec les membres de la communauté de Mastoyache et aussi eux autres, de leur côté, comment ils voient ces nouveaux inscrits-là. Ça serait intéressant de comparer les résultats. Puis, ce qui serait aussi intéressant comme piste de recherche future, ça serait de voir la culture nous hors de la communauté, puis la situation de la culture nous hors de la communauté, parce que j'ai pas nécessairement identifié des traits culturels chez ces participants-là, parce que j'ai changé mon objectif de recherche. Mais ça serait intéressant quand même à pousser. Est-ce que la transmission des savoirs a eu lieu quand même? Pour certaines familles, oui. Fait que ça serait intéressant de savoir c'est quoi qui s'est transmis, puis de quelle manière ils ont adapté leur culture en dehors de la communauté. Fait que ça serait une autre piste de recherche qui serait intéressante. Puis ce qui serait intéressant à faire aussi, c'est de reproduire cette recherche-là, mais avec d'autres Premières Nations pour voir dans les communautés inues de la Côte-Nord, comment on voit ça, versus ici, versus comment les communautés abénaquis, algonquines, les communautés malécites, les communautés Mi'kmaq. Ça serait intéressant de le faire avec d'autres Premières Nations aussi, pour voir si les nouveaux inscrits, c'est juste nous autres qui les voient comme ça, ou si d'autres Premières Nations qui les voient comme ça aussi. Fait que puis pour voir aussi ce trauma-là, puis ces problèmes qu'il y a eu là entre les générations de transmission des connaissances ont affecté tout le monde à la même échelle. Fait que c'est pas mal sur ça que je vais terminer. Puis merci de votre attention. Puis si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai juste un commentaire. C'est pas une question. Je veux juste soulever l'importance. Puis, j'ai pas les mots parce que là, tu sais, moi, des fois, je suis quelqu'un qui j'ai pas l'air de ça, mais je suis très émotive. Fait que j'ai pas les mots, mais l'importance et la nécessité et la richesse de ton projet. Parce que ton projet met en lumière, documente une réalité qui est vécue dans les communautés. Puis ça, je te dirais là, que c'est essentiel qu'on puisse avoir un mémoire comme le tien. Puis merci, Marie-Michel, d'avoir eu le courage, parce qu'on le sait qu'ici, en particulier, là, je ne peux pas parler pour les autres nations, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Puis tu as eu, je pense,
Puis de par ce que tu es, parce que tu es une personne qui est bienveillante, puis qui a à cœur, je pense aussi, la communauté, je pense que tu as réussi à relever de brio ce projet-là qui aborde un sujet qui est très difficile, qui nous affecte beaucoup et que moi, je vois qui nous affecte encore. Fait que merci, Marie-Michel, vraiment. Merci pour ce travail-là. J'aimerais commencer à vous continuer. J'ai juste à dire aussi, en même temps, Hélène, merci beaucoup de ta recherche. C'est vrai que quand on nomme les choses, parfois, ça peut être extrêmement réparateur. Puis, je souhaite que cette recherche-là soit présentée partout. Parce que justement, c'est une réalité qu'on peut vivre ici, mais dans d'autres nations aussi, puis qui peut emmener certaines personnes justement à se reconnecter au niveau personnel, avec leur identité, au niveau collectif. Fait que je souhaite que cette recherche-là voyage, c'est vraiment exemplaire à ce niveau-là. Ça démontre bien un petit échantillon de la recherche qualitative à qu'est-ce qu'on peut faire à grande échelle, puis à qu'est-ce qu'on peut faire à grande échelle avec un financement. Voilà, ça donne une idée. Merci. Merci. Bon, on va mettre fin au Zoom, le premier Zoom, puis on va continuer cet après-midi avec la conférence de Caroline Lepton-Hott qui va être présente avec nous en vidéoconférence. Ça va être aussi sur le même thème, mais probablement abordé différemment.